Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après les cris de détresse des producteurs locaux, l'importation du sucre est suspendue jusqu'à nouvel avis. La décision du président de la République est salée dans les marchés où les tensions inflationnistes provoquent la colère des clients et commerçants confrontés à la spéculation autour de la rareté du sucre au Cameroun. Les déséquilibres macroéconomiques, les déficits budgétaires et les exonérations fiscales telles que pratiquées en Afrique centrale ne sont pas vues d'un bon œil au Fonds monétaire international. À côté de ces facteurs de vulnérabilité de l'économie, il y a le poids de la dette. Vous suivrez ce soir dans Tendance économique la recommandation du FMI qui porte sur une politique fiscale établie à 5% du PIB. Comment réagissent les acteurs économiques et les experts en fiscalité? Nous en parlerons ce soir, juste après ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République a suspendu jusqu'à nouvel avis l'importation du sucre au Cameroun et les producteurs locaux crient victoire après avoir critiqué cette importation au regard de leur capacité à produire et à répondre à la demande locale. Cependant, une autre réalité transparaît sur le marché du sucre. Une spéculation autour de cette denrée de grande consommation. Du coup, il y a des tensions inflationnistes qui provoquent la colère à la fois des commerçants et des clients. Reportage Gladys Sidier. Les commerçants, grossistes et détaillants ont du mal à comprendre la décision portant interdiction de l'importation du sucre. L'argument qu'ils avancent est relatif au prix pratiqué sur le marché. Le choix est porté sur le sucre importé parce que le sucre importé coûte très moins cher par rapport au sucre local. Parce que les consommateurs estiment que le sucre importé coûte plus moins cher que le sucre local. Pour le consommateur, c'est une question de prix, pas question de qualité. Le sac de 50 kg de sucre importé coûte entre 24 et 25 000 francs CFA, tandis que le sucre fabriqué localement coûte 29 000 francs, à en croire ses commerçants. Le sucre présentement sur le marché, ça coûte 24 500. Présentement, il y a le sucre importé sur le marché et c'est moins cher. Ça a la portée de tous par rapport au sucre local. C'est un sucre qui court quand même. Oui, ça court puisque les gens aiment plus. La demande du sucre importé est forte et cette décision pourrait être à l'origine d'une grave pénurie dans les prochains mois si rien n'est fait. Oui, ça va affecter bien sûr. Puisqu'on interdit l'importation, le sucre local va augmenter le prix. Dès qu'on interdit le sucre importé, le sucre local va coûter plus cher. C'est le véritable problème qu'il y a sur le marché. Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'interdiction d'importation du sucre au Cameroun. Depuis 2014, cette mesure peine à être appliquée. De désendettement et de développement qui peinent à contribuer à la réalisation des projets à fort impact au Cameroun. Un comité de suivi indépendant a relevé de nombreux dysfonctionnements dans le cadre de l'exécution des projets mis en œuvre dans la capitale économique du Cameroun. Des précisions avec Flavien Valondongo. Le contrat d'endettement et de développement C2D, dont la mission est l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises, a une contribution financière infime dans la réalisation des projets. Que le C2D lui-même participait très faiblement. Par exemple, le drainage pluvial, ça ne dépasse pas 20%. Le pont sur le Vouri, ça ne dépasse pas 10%. Et on se demande si on n'est pas là en train d'amener le Cameroun dans le réendettement. Nous avons suivi 70 projets dans la région du littoral. Et sur les 70 projets, on peut dire aujourd'hui qu'environ 80% ont été réalisés. 10% sont en réalisation et il y a environ 9 à 10% qui n'ont pas encore démarré. Dans la région du littoral, par exemple, le comité de suivi indépendant du C2D, qui veille au déroulement des chantiers en cours, fait observer que les projets évoluent de manière lente et plongent davantage le pays dans la dette. Il y a une sorte de refinancement qui est observé et qui est supporté par l'AFD, mais sous forme de prêt. C'est-à-dire que l'État du Cameroun est en train d'emprunter de nouveau pour réaliser des projets dont les financements étaient pourtant disponibles à un moment donné. Mais à force de faire des retards, d'accuser des retards, il y a eu un surcroît de financement.
À côté des drains qui sont en construction à Douala et du deuxième pont sur le Vouri, il y a les secteurs de la santé et de l'éducation qui connaissent également des retards dans l'exécution des travaux menés avec le budget C2D. Sur le plan de l'éducation, bien sûr, c'est généralement le retard accusé dans la mise en œuvre des projets. Beaucoup de projets sont entamés et sont livrés avec du retard. Si vous allez par exemple à l'école publique Bonapuiso groupe 1, vous allez vous rendre compte que les salles de classe qui ont été construites sont en train de retomber en ruine. Il y a des murs qui tombent, il y a le plafond qui sointe, il y a les bancs qui sont cassés. Le comité de veille citoyen qui rend les résultats de l'enquête menée en 2017 sur la gestion des retombées du C2D au Cameroun n'est pas à sa première expérience. La société civile ayant eu vent de ce que les fonds de la dette du Cameroun serait rétrocédée au Cameroun sous forme de dons pour implémenter des projets. Elle s'est positionnée pour faire le suivi de la mise en œuvre de ce programme. Donc c'est depuis 2007 que nous sommes sur le terrain et nous sommes à la 10e année que nous sommes en train de clôturer à travers l'atelier de restitution que vous venez de suivre tout à l'heure. Au lendemain des restitutions, le comité de veille citoyen, à travers ses démembrements, entend suivre son rôle, celui de constater et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le non-respect des cahiers de charges des entreprises retenues pour la réalisation des infrastructures, également de veiller au respect des délais de livraison. Le poids de la dette pèse également sur les agriculteurs après, bien sûr, une période difficile vécue en 2016. Ils broient du noir et déplorent également d'énormes pertes. Et les pistes de relance évoquées jusqu'ici n'ont pas permis au redécollage économique de la filière avicole au Cameroun. C'est le constat que fait Guy Zogo et Joël Essengue dans ce reportage. La grand-messe annuelle des agriculteurs camerounais vient de se tenir à Yaoundé. À cette occasion, le gouvernement parie sur ce secteur pour y insérer davantage de jeunes. Le gouvernement a mis en place une structure de financement qu'on appelle projet de développement de l'élevage. Et nous voulions donc par cette occasion informer les jeunes d'oser avec l'agriculture. Parce que c'est une niche importante, compte tenu de la demande forte de cette spéculation. Qu'ils viennent et qu'ensemble, nous bâtissons l'agriculture camerounaise. Mais pour l'ensemble des agriculteurs camerounais, le spectre de la grippe aviaire de 2016 reste vivace dans les esprits. Cette épizootie a en effet causé d'énormes pertes, dont une chute de la production des pondeuses et des poulets de chair de 8 millions et 48 millions à 3 millions et 25 millions, ce qui avait provoqué une forte attente de la réponse des autorités par les agriculteurs. Suite à la grippe aviaire qui a décimé plusieurs élevages, et ce qui fait que tous les intervenants de la filière avicole venaient pour écouter les responsables, pour entendre, pour savoir ce que les responsables administratifs, toutes les autorités et parties prenantes de la filière vont leur dire. Fort heureusement, comme le relève l'interprofession, une timide reprise est enregistrée. La particularité cette année, c'est que la grippe aviaire est derrière nous et aujourd'hui il y a une certaine relance de la filière. Elle n'est pas tout à fait à 100%, mais on sent quand même quelques améliorations sur le terrain. Néanmoins, il reste des griefs dont seule la résolution de ceux-ci peut relancer durablement le secteur avicole au Cameroun. Entre autres, l'interprofession avicole appelle à la levée des restrictions à la circulation des produits de la volaille dans la région du centre, à la construction des marchés de volaille dans les grandes villes du Cameroun et à la création d'un centre de formation technique pour les métiers de la volaille dans le pays. Sans surprise, Niat Marcel Difendi vient d'être reconduit au perchoir du Sénat. Il a été élu avec 89 voix. 7 bulletins nuls émanant du SDF ont été enregistrés. Le vote s'est déroulé ce soir au Palais du Congrès à Yaoundé. Le président du Sénat, une fois installé, veille à cet instant à l'élection des autres membres du bureau du Sénat. Des élections qui ont commencé avec 4 heures de retard selon le programme officiel. Parlons à présent de ces gardiens de la démocratie, ceux qui assurent le rôle de veille et qui jouent également ce rôle de quatrième pouvoir
des journalistes qui peinent à assumer ce rôle au Cameroun. Et pour cause, ils subissent des intimidations au quotidien, intimidations, pressions politiques et économiques, des intimidations qui vont même au-delà de l'exercice de leur métier. Comment réussissent-ils à contourner ces différentes pressions pour permettre aux Camerounais d'être informés sur la réalité de la gouvernance au Cameroun? Élément de réponse avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Selon des journalistes, la presse camerounaise n'assume plus pleinement sa responsabilité de contre-pouvoir. Les médias ne remplissent pas ce rôle-là tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de pesanteurs, en commençant d'abord par les conditions même de travail des journalistes. Les moyens nécessaires pour faire ce travail et l'érection autour des journalistes, de certains journalistes à gages qui ternissent sérieusement le métier. Et enfin, une certaine faiblesse dans l'organisation de la profession. Les auteurs des tares évoqués ici sont issus des organes aux qualificatifs divers. Avec une centaine de titres qui paraissent sous diverses périodicités, une cinquantaine de chaînes de télévision et un nombre impressionnant de stations de radio, la presse a pourtant toutes les armes en sa possession pour restaurer l'équilibre étatique. Il est un pouvoir dans la mesure où l'exercice de sa mission lui permet d'influencer tous les domaines d'activité socio-politique dans un pays. Il est un contre-pouvoir lorsque son travail de vigilance, de chien de garde, empêche les abus, permet que le pouvoir ait peur de faire des choses qui sont contraires au système démocratique. Les organisations internationales que sont l'UNESCO et les Nations Unies plaident auprès des gouvernants afin que la liberté de la presse soit effective, non seulement en Afrique, mais principalement au Cameroun. Le tableau n'est pas que sombre. Des chevaliers de la plume, tels qu'on les appelle, défendent la cause de certains médias qui, à partir de la rigueur de leur ligne éditoriale, confèrent encore à la presse nationale ses lettres de noblesse. Le média joue un rôle de contre-pouvoir dans la société. De mon point de vue, en tant que chien de garde de la démocratie, en tant que promoteur de liberté, en tant qu'éveilleur de conscience, les journalistes sont fondés, n'est-ce pas, d'exercer ce droit-là. Et dans la pratique, on voit exactement que les médias n'ont pas dérogé, n'est-ce pas, à leur rôle. Seulement, il se trouve simplement que les autres pouvoirs ont tendance à rogner un tout petit peu les espaces de liberté chèrement conquis par les journalistes. Les missionnaires du service public, tels qu'on qualifie les journalistes, et professionnels des métiers connexes de la communication, sont malgré tout célébrés ce 3 mai 2018 sous le thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». La maquette de la stèle du souvenir douloureux du drame des Eka est enfin disponible. L'œuvre qui a retenu l'attention du jury met en avant les valeurs d'unité nationale, mais aussi de solidarité et un vibrant hommage aux victimes de cette catastrophe ferroviaire survenue le 21 octobre 2016. Joël Essengue et Marcelin Grassop. Le dévoilement de la stèle a fait frémir plus d'un dans la salle. Le temps de la découverte du joyau qui a raflé la mise et de son concepteur, le jeune Fridolin Gadzinga, tout aussi ému que le public, mais qui n'a jamais douté de son œuvre, une inspiration divine. Il m'a fallu 2 semaines de documentation. Je me suis documenté dans le monde entier, bien sûr via Internet, pour voir tout ce qui a été fait en matière de stèles. J'ai recensé plus de 300 stèles et j'ai identifié aussi les catastrophes ferroviaires. Et le CM m'a inspiré en 2 semaines à sortir cette perle rare. J'ai pris un temps de prière et j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer. Et j'ai ressenti qu'il fallait aller chercher cette perle rare. Je lui remets tout l'honneur, toute la gloire, parce que je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Cette œuvre, qui prône les valeurs d'unité nationale, de solidarité et du vivre ensemble, a convaincu les membres du jury et surtout le président de la République. J'ai une émotion très forte. Je ressens que beaucoup de gens qui vont aller à Ezeka, qui vont entrer dans cette stèle, ne vont pas sortir comme ils sont venus.
il y aura la bénédiction du Seigneur sur eux. Mon souhait est que les Camerounais soient unis, que les Camerounais soient unis autour de cette œuvre monumentale. Cette proclamation des résultats balise les chemins en vue de la construction de la stèle du souvenir pour la commémoration de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka. Pour la qualité de son œuvre, Fridolin Nzinga a reçu une prime d'encouragement de 2 millions de francs CFA. Ses principaux challengers, qui n'ont pas démérité, ont également reçu des motivations comprises entre 500 000 et 1 million de francs CFA. Une note à l'international, Idriss Déby Itno qui conduit le Tchad à la 4e République. Il a promulgué la loi portant nouvelle constitution et adoptée par le Parlement tchadien lundi dernier. Le texte renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre. Du coup, le gouvernement tchadien a démissionné conformément à la nouvelle constitution. Nous y reviendrons. Le Tchad et le Congo-Brazzaville font partie des pays avec une dette très élevée selon les estimations du FMI, le Fonds monétaire international, qui a recommandé une nouvelle politique fiscale établie entre 3 et 5%, mais aussi la lutte contre la corruption, la malgouvernance et l'amélioration des finances publiques dans la zone CEMAC. Nous en parlerons juste après cette édition du journal dans le cadre de l'émission Tendance économique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du 20h. Restez sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ont été réalisés, 10% sont en réalisation et il y a environ 9 à 10% qui n'ont pas encore démarré. Dans la région du littoral par exemple, le comité de suivi indépendant du CDD, qui veille au déroulement des chantiers en cours, fait observer que les projets évoluent de manière lente et plongent davantage le pays dans la dette. Il y a une sorte de refinancement qui est observé et qui est supporté par l'AFD, mais sous forme de prêt. C'est-à-dire que l'État du Cameroun est en train d'emprunter de nouveau pour réaliser des projets dont les financements étaient pourtant disponibles à un moment donné. Mais à force de faire des retards, d'accuser des retards, il y a eu un surcroît de financement. À côté des drains qui sont en construction à Douala et du deuxième pont sur le Vouri, il y a les secteurs de la santé et de l'éducation qui connaissent également des retards dans l'exécution des travaux menés avec le budget C2D. Sur le plan de l'éducation, bien sûr, c'est généralement le retard accusé dans la mise en œuvre des projets. Beaucoup de projets sont entamés et sont livrés avec du retard. Si vous allez par exemple à l'école publique Bonapuiso groupe 1, vous allez vous rendre compte que les salles de classe qui ont été construites sont en train de retomber en ruine. Il y a des murs qui tombent, il y a le plafond qui sointe, il y a les bancs qui sont cassés. Le comité de veille citoyen qui rend les résultats de l'enquête menée en 2017 sur la gestion des retombées du CDD au Cameroun n'est pas à sa première expérience. La société civile ayant eu vent de ce que les fonds de la dette du Cameroun serait rétrocédée au Cameroun sous forme de dons pour implémenter des projets, elle s'est positionnée pour faire le suivi de la mise en œuvre de ce programme. Donc c'est depuis 2007 que nous sommes sur le terrain et nous sommes à la 10e année que nous sommes en train de clôturer à travers l'atelier de restitution que vous venez de suivre tout à l'heure. Au lendemain des restitutions, le comité de veille citoyen, à travers ses démembrements, entend suivre son rôle, celui de constater et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le non-respect des cahiers de charges des entreprises retenues pour la réalisation des infrastructures, également de veiller au respect des délais de livraison. Le poids de la dette pèse également sur les... Au prix pratiqué sur le marché. Le choix est porté sur le sucre importé parce que le sucre importé coûte très moins cher par rapport au sucre local. Parce que les consommateurs estiment que le sucre importé coûte plus moins cher que le sucre local. Pour le consommateur, c'est une question de prix, pas question de qualité.
Le sac de 50 kg de sucre importé coûte entre 24 et 25 000 francs CFA, tandis que le sucre fabriqué localement coûte 29 000 francs, à en croire ses commerçants. Le sucre présentement sur le marché, ça coûte 24 500. Présentement, il y a le sucre importé sur le marché et c'est moins cher. Ça a la portée de tous par rapport au sucre local. C'est un sucre qui court quand même. Ouais, ça court puisque les gens aiment plus. La demande du sucre importé est forte et cette décision pourrait être à l'origine d'une grave pénurie dans les prochains mois si rien n'est fait. Oui, ça va affecter bien sûr. Puisque quand on interdit l'importation, le sucre local va augmenter le prix. Dès qu'on interdit le sucre importé, le sucre local va coûter plus cher. C'est le véritable problème qu'il y a sur le marché. Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'interdiction d'importation du sucre au Cameroun. Depuis 2014, cette mesure peine à être appliquée. De désendettement et de développement qui peinent à contribuer à la réalisation des projets à fort impact au Cameroun. Un comité de suivi indépendant a relevé de nombreux dysfonctionnements dans le cadre de l'exécution des projets mis en œuvre dans la capitale économique du Cameroun. Des précisions avec Flavien Valondongo. Le contrat d'endettement et de développement C2D, dont la mission est l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises, a une contribution financière infime dans la réalisation des projets. Le C2D lui-même participait très faiblement. Par exemple, le drainage pluvial, ça ne dépasse pas 20%. Le pont sur le Vouri, ça ne dépasse pas 10%. Et on se demande si on n'est pas là en train d'amener le Cameroun dans le réendettement. Nous avons suivi 70 projets dans la région du littoral. Et sur les 70 projets, on peut dire aujourd'hui qu'environ 80%. Le secteur avicole au Cameroun, entre autres l'interprofession avicole, appelle à la levée des restrictions à la circulation des produits de la volaille dans la région du centre, à la construction des marchés de volaille dans les grandes villes du Cameroun et à la création d'un centre de formation technique pour les métiers de la volaille dans le pays. Sans surprise, Niat Marcel Difendi vient d'être reconduit au perchoir du Sénat. Il a été élu avec 89 voix. 7 bulletins nuls émanant du SDF ont été enregistrés. Le vote s'est déroulé ce soir au Palais du Congrès à Yaoundé. Le président du Sénat, une fois installé, veille à cet instant à l'élection des autres membres du bureau du Sénat. Des élections qui ont commencé avec 4 heures de retard selon le programme officiel. Parlons à présent de ces gardiens de la démocratie, ceux qui assurent le rôle de veille et qui jouent également ce rôle de quatrième pouvoir, des journalistes qui peinent à assumer ce rôle au Cameroun et pour cause, ils subissent des intimidations au quotidien, intimidations, pressions politiques et économiques, des intimidations qui vont même au-delà de l'exercice de leur métier. Comment réussissent-ils à contourner ces différentes pressions pour permettre aux Camerounais d'être informés sur la réalité de la gouvernance au Cameroun? Élément de réponse avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Selon des journalistes, la presse camerounaise n'assume plus pleinement sa responsabilité de contre-pouvoir. Les médias ne remplissent pas ce rôle-là tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de pesanteurs. En commençant d'abord par les conditions même de travail des journalistes. Les moyens nécessaires pour faire ce travail et l'érection autour des journalistes, de certains journalistes à gage qui ternissent sérieusement le métier. Et enfin, une certaine faiblesse dans l'organisation de la profession. Les auteurs d'état évoqués ici sont issus des organes. Les agriculteurs, après bien sûr une période difficile vécue en 2016, ils broient du noir et déplorent également d'énormes pertes. Et les pistes de relance évoquées jusqu'ici n'ont pas permis au redécollage économique de la filière avicole au Cameroun. C'est le constat que fait Guy Zogo et Joël Essengue dans ce reportage. La grand-messe annuelle des aviculteurs camerounais vient de se tenir à Yaoundé. À cette occasion, le gouvernement parie sur ce secteur pour y insérer davantage de jeunes. Le gouvernement a mis en place une structure de financement qu'on appelle projet de développement de l'élevage. Et nous voulions donc par cette occasion informer les jeunes
d'oser avec l'agriculture. Parce que c'est une niche importante, compte tenu de la demande forte de cette spéculation. Bien et qu'ensemble, nous bâtissons l'agriculture camerounaise. Mais pour l'ensemble des aviculteurs camerounais, le spectre de la grippe aviaire de 2016 reste vivace dans les esprits. Cette épizootie a en effet causé d'énormes pertes, dont une chute de la production des pondeuses et des poulets de chair de 8 millions et 48 millions à 3 millions et 25 millions, ce qui avait provoqué une forte attente de la réponse des autorités par les aviculteurs. Suite à la grippe aviaire qui a décimé plusieurs élevages, et ce qui fait que tous les intervenants de la filière avicole venaient pour écouter les responsables, pour entendre, pour savoir ce que les responsables administratifs, toutes les autorités et parties prenantes de la filière vont leur dire. Fort heureusement, comme le relève l'interprofession, une timide reprise est enregistrée. La particularité cette année, c'est que la grippe aviaire est derrière nous et aujourd'hui il y a une certaine relance de la filière. Elle n'est pas tout à fait à 100%, mais on sent quand même quelques améliorations sur le terrain. Néanmoins, il reste des griefs dont seule la résolution de ceux-ci peut relancer durablement. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après les cris de détresse des producteurs locaux, l'importation du sucre est suspendue jusqu'à nouvel avis. La décision du président de la République est salée dans les marchés où les tensions inflationnistes provoquent la colère des clients et commerçants confrontés à la spéculation autour de la rareté du sucre au Cameroun. Les déséquilibres macroéconomiques, les déficits budgétaires et les exonérations fiscales telles que pratiquées en Afrique centrale ne sont pas vues d'un bon œil au Fonds monétaire international. À côté de ces facteurs de vulnérabilité de l'économie, il y a le poids de la dette. Vous suivrez ce soir dans Tendance économique la recommandation du FMI qui porte sur une politique fiscale établie à 5% du PIB. Comment réagissent les acteurs économiques et les experts en fiscalité? Nous en parlerons ce soir, juste après ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République a suspendu jusqu'à nouvel avis l'importation du sucre au Cameroun et les producteurs locaux crient victoire après avoir critiqué cette importation au regard de leur capacité à produire et à répondre à la demande locale. Cependant, une autre réalité transparaît sur le marché du sucre. Une spéculation autour de cette denrée de grande consommation. Du coup, il y a des tensions inflationnistes qui provoquent la colère à la fois des commerçants et des clients. Reportage Gladys Sidier. Les commerçants, grossistes et détaillants ont du mal à comprendre la décision portant interdiction de l'importation du sucre. L'argument qu'ils avancent est relatif